jamais vu autant de noirs à la télé. Hein. À mon avis, ça va péter là. T'es qui toi, Miss Météo? Sinon, on va pas retourner sur le dos comme des guignolos là, c'est quoi le projet? Le Monde de demain d'Arte, c'est une série française. Je crois que c'est la première fois que je parle d'un programme français sur la chaîne. Je pense que ça va pas arriver très souvent, on va pas se mentir. Je regarde beaucoup de trucs français quand je travaille, j'ai besoin d'un bruit de fond, je mets une série française, une vidéo YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a rarement de programmes français que je trouve intéressants au point d'en parler. Celui-là, il est particulier pour plusieurs raisons parce que déjà, bon, moi je l'attendais, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette série. J'ai eu la chance d'être invité aux avant-premières au cinéma pour diffuser les 3 premiers épisodes puis les 3 derniers. Donc pour voir ça un peu en avant-première avec les équipes de tournage. Ça va pas empêcher que je vais être totalement honnête sur la série. On va voir après, mais il y a des choses à dire quand même. Mais surtout, ce qui me fait en parler, c'est le sujet. Ça parle donc du coup de la naissance du hip-hop en France. Et aujourd'hui quand même, le rap, c'est l'une des musiques les plus écoutées en France. Même la plus écoutée, si on suit les chiffres de streaming, la plus vendue. C'est quelque chose de très important. Le rap a eu une emprise sur beaucoup de musique, une influence plutôt sur beaucoup d'autres musiques, dans les sonorités, dans la façon de parler, dans la façon même de s'habiller. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le style culturel majeur en France, que ça plaise ou déplaise. Donc c'était normal pour moi de m'intéresser à une série qui traite de cette naissance, même si on peut considérer que le rap d'aujourd'hui il est très différent du rap de l'époque et de la culture hip-hop de manière générale. On peut même se demander si le rap d'aujourd'hui est toujours hip-hop. Quand je parle du rap d'aujourd'hui, je veux dire le rap mainstream, le rap qui passe à la radio, le rap que tu peux écouter même si tu cherches pas à l'écouter. Tu allumes ta radio, tu vas entendre, tu allumes ta télé, tu vas entendre. C'est ça que je veux dire. Donc déjà pour ça, pour moi c'était intéressant de s'intéresser à la naissance de ce mouvement. Mais même si aujourd'hui le hip-hop et le rap n'existaient plus, ça serait super intéressant de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que il faut se rendre compte de l'impact que la culture hip-hop, ça va au-delà de la musique. Je veux dire la danse, le graphe, le beatbox et toute cette mentale qu'il y avait autour du hip-hop. Toute cette culture a eu comme impact dans les années 80 en France, dans certains milieux sociaux, on va dire. Et même au-delà, ça a transpercé ces barrières sociales. Mais il faut essayer de repenser à ce qu'était la France des années 80 et à l'impact qu'a eu le hip-hop pour certaines personnes et à quel point ça leur a donné une culture, une mentale pour s'élever et ça leur a permis peut-être de sortir de la merde. Alors peut-être que ça a eu un effet négatif sur certains, mais en tout cas le hip-hop culturellement c'est super important. Et à faire une série sur cette période-là, je trouve ça totalement logique et mérité. Même si le hip-hop a cessé d'exister 2 ans plus tard, je veux dire c'est un mouvement très important pour certaines personnes qui leur a vraiment permis de s'en sortir comme je disais. Et il était totalement logique pour moi que Arte fasse une série là-dessus, parce que c'est quelque chose d'historique. Après, dans la réalisation, je regrette un peu certaines choses, que cette série ne nous apprend rien. Donc bon, moi, j'ai eu la chance de connaître vraiment beaucoup de choses sur cette époque, parce que j'ai travaillé avec des gens qui ont fait cette époque, des rappeurs des années 80, des activistes du mouvement hip-hop des années 80. Donc j'ai la chance de connaître beaucoup de choses. Cette série ne m'a rien appris, mais je pense que les gens lambda qui ne sont pas forcément intimes avec le mouvement hip-hop, ils vont pas apprendre 50 000 trucs non plus. On cite des noms, on cite des choses intéressantes, mais à aucun moment on explique les choses. Donc je veux bien que ça soit une série et non un documentaire, mais là on s'intéresse plus à la vie des NTM qu'autre chose. On s'intéresse pas à la naissance du hip-hop. Et c'est pas intéressant de s'intéresser à la vie des NTM, tout simplement pourquoi? Parce que il y a eu un film sur les NTM qui a fait un flop, je sais même pas s'ils ont passé les 100 000 entrées au bout de 2 semaines. Ça a été un flop énorme. Au bout de 3 semaines, il a été retiré de 90% des salles, ça a été n'importe quoi la réception de ce film, qui d'ailleurs est un mauvais film, je tiens à le dire, on peut être objectif là-dessus, c'est un mauvais film. Et donc voilà, je trouve ça un peu regrettable qu'Arte décide de faire une série sur quelque chose qui est aussi important dans notre société actuelle, c'est de manière superficielle, tout est traité de manière superficielle, et c'est dommage, franchement c'est regrettable, et la réalisation de la série est pas extraordinaire en plus. Moi, quand je l'avais vu au cinéma, je m'étais pris une petite claque, je m'étais dit « Oh, c'est vraiment pas mal », mais en fait, c'était dans les conditions cinéma. Quand tu les regardes chez toi, t'en prends moins plein les yeux et t'es plus objectif sur ce qu'il y a devant toi et c'est vraiment pas super intéressant. La réalisation est un peu banale, ça fait vraiment... Je veux pas paraître péjoratif quand je dis ça, mais réalisation à la française. Donc on va essayer un peu de revenir un peu en détail sur ce qui se passe dans les 6 épisodes. Je vais essayer de vous dire un peu ce qui est faux dans la série.
ce qui n'est pas historiquement vrai. C'est pas un véritable problème qu'il y ait des choses qui sont un peu modifiées, ça reste une série, mais je pense que c'est quand même intéressant de le préciser. Il y a des changements qui n'ont pas lieu d'être. Autant il y a des changements qui peuvent être justifiés d'un point de vue scénaristique, mais il y a des changements qui n'ont pas lieu d'exister et qui servent plutôt à réécrire l'histoire, et ça c'est dommage. Donc je dirais quand même qu'il y a des choses positives dans la série, hein. Il y a des choses qui sont bien faites. On va faire le point rapidement épisode par épisode. C'est DJ Dynasty qui vous parle. La funk a repris le contrôle des ondes. Les Renegades of Funk ont piraté les pirates. Et on va commencer avec... Donc, quand j'ai redécouvert cet épisode 1 de la série, en fait, j'étais resté sur mes impressions que j'avais eues au cinéma. Bon, j'avais déjà eu des impressions négatives sur le fond de l'histoire, sur comment c'était raconté. Ça m'avait pas super convaincu, mais dans la réalisation, l'image et tout, j'étais là, ouais, c'est super. Et en fait, quand j'ai mis ça sur ma télé, parce que je me dis, bon allez, je vais me refaire un peu tout ça pour vous en parler, j'ai pris une claque, mais dans le mauvais sens. Parce que vraiment, la réalisation, c'était pas ouf. Je trouve que c'était mal filmé. Il y a des moments, ils sont surexposés. Donc, t'as les mecs, parfois, quand ils sont devant une fenêtre, l'image, elle est brûlée. C'est quand même grave. Je veux dire, je me rends bien compte, c'est pas un film avec 100 millions de budget, mais quand même, je veux dire, aujourd'hui, tu prends un appareil photo qui filme, tu peux faire des bonnes images. Il y a des mecs qui font des super trucs avec des réflexes. Là, c'est quand même un peu inquiétant. Bon, bref, il y a des moments qui sont pas trop mal réalisés. C'est pas tout le temps mal filmé, mal surexposé, mais ça arrive de temps en temps. Et tu sens que c'est pas le haut du panier de la réalisation française. Et c'est un peu décevant. Mais en gros, ce qui se passe dans cet épisode, c'est la découverte du hip-hop pour les NTM. Bon, ils découvrent le hip-hop en allant à Trocadéro en voyant un danseur. Et puis après, en fait, on voit plus rien d'autre de leur découverte du hip-hop. Mais pour autant, ils sont à fond dans le hip-hop. Ils ont vu un jour un danseur, et puis il n'y a rien d'autre. Ils voient pas d'autres danseurs, ils voient pas d'autres disciplines de hip-hop, ils voient pas du hip-hop dans des films, dans des magazines. Non, ils voient ça une fois et ils sont à fond. C'est un peu, voilà, c'est bâclé. On va dans les choses de manière superficielle, et on dirait que la série, elle se dit, bon, je vais essayer d'en montrer le plus possible, mais on ressent pas vraiment les choses. Et ça, c'est dommage. Après, au niveau des acteurs, j'ai trouvé que le père de Joey Starr, c'était un peu cliché. Au premier visionnage au cinéma, encore une fois, ça m'avait pas trop frappé. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'il a un style de jeu. Il est bougon, voilà. Il articule pas bien, il est comme ça. Voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu ridicule. Je sais que, voilà, le père de Joey Starr était violent avec son fils, etc. Ça, c'est une certitude, il l'a dit plein de fois. Mais là, l'acteur, comment il jouait, c'était un peu cliché. L'acteur qui jouait Dynasty, je trouve qu'il interpréterait bien Dynasty. Bon, c'est pas un acteur de base, et je trouve que dans les premiers épisodes, parfois ça se voit. Au fil de la série, ça s'améliore. Mais bon, quand il essaie de jouer des émotions un peu plus intenses, c'est moyen. Quand il est dans le rôle de Dynasty, c'est cool. Mais quand il essaie de s'énerver et tout, tu vois que c'est peut-être pas un acteur... Je sais qu'il s'appelle Andras, qu'il a participé au Rap Contenders. Il me semble que c'est un rappeur, parce que je sais qu'il était soi-disant en train de préparer un projet d'album avec Dynasty, le vrai Dynasty en vrai. Mais voilà, je pense pas que ce soit forcément un acteur, et ça se ressent un peu. Mais encore une fois, je trouve qu'il interprète bien Dynasty. Il l'incarne bien, en fait. Et surtout, un point très positif dans sa manière de toucher les vinyles, de mixer. On sent que Dynasty a été conseiller artistique sur la série. Ça se ressent qu'il a dû le conseiller là-dessus, parce que vraiment, il touche très bien les platines, vraiment à la manière de Dynasty. J'ai vraiment reconnu la touche Dynasty, hein. Bon, je pense que tout le monde ici sait qui est Dynasty. Pour ceux qui savent pas, c'est, on va dire, l'équivalent de celui qui a ramené le hip-hop en France. C'est la figure principale du hip-hop au début des années 80 jusqu'à 90. Il a animé les plus grosses soirées hip-hop de l'époque. Il a animé la plus grosse émission de rap de l'époque. C'est lui qui a animé les premières free jam au terrain vague de la Chapelle. Voilà, on y reviendra plus tard dans les épisodes. Mais voilà, tu peux pas parler de hip-hop des années 80 sans parler de Dynasty. Et du coup, le parallèle du parcours entre Dynasty et NTM, je le trouve pas pertinent. Donc je sais qu'à la base, la série ne devait s'intéresser qu'à NTM et à leur entourage. Mais ils ont contacté Dynasty pour que Dynasty à la base soit seulement conseiller artistique sur la série. Et à force de parler avec Dynasty, ils se sont rendus compte que son parcours était incroyable et qu'ils auraient dû faire l'histoire sur Dynasty. Pour moi, si vous voulez mon véritable avis, ils se sont dit que il y a déjà un film sur les NTM, ben, si on refait une série sur les NTM, ça va être de la redite. Du coup, on va intégrer Dynasty, et puis surtout, ça va leur donner une légitimité à nommer leur série sur la naissance du hip-hop, ce qui n'est pas forcément
la naissance du pop français, elle est vraiment balayée. Donc voilà, il y a ce parcours parallèle entre Dynasty et NTM, et pour moi c'est pas intéressant parce que les deux destins ne se fréquentent pas trop, on va dire grossièrement, et surtout Dynasty à l'époque, comme j'ai dit, c'était la figure emblématique du hip-hop. Tu ne pouvais pas parler de hip-hop en France sans parler de Dynasty. Les NTM à cette époque-là, c'est des gens anecdotiques, ils n'ont aucune carrière. C'est des mecs qui break en bas de chez eux, qui font un peu de graphe et tout. Au fin des années 80 et début 90, ok, ça devient des poids importants du rap en France. Mais à l'époque de la série, quand Dynasty est au sommet, les NTM n'existent pas. Déjà, le groupe et collectif NTM n'existe pas, mais Joey Starr et Cool Chain, c'est pas intéressant. Et du coup, s'intéresser au hip-hop à travers leurs yeux à cette époque, non, il y avait vraiment des personnages bien plus importants qu'eux dans le hip-hop, dont on ne parle pas dans la série. Et c'est dommage parce qu'on aurait vu des choses beaucoup plus intéressantes selon moi. Dégagez, je vous ai dit là. Eh, sale négro! Quoi le problème? Putain, encore ces enculés là. Viens ici, petit nazi, viens. Qu'est-ce qu'il y a le bon boulot, sale nazi? Qu'est-ce qu'il y a? Et avec cet épisode 2, le sentiment qu'on survole les choses sans vraiment comprendre l'impact ou le sens, il s'est renforcé pour moi. Par exemple, tu as un début d'affrontement entre des skins et un groupe de graphes. Quand Lady Viz, qui deviendra la petite amie de Cool Chain, graphe, elle se fait un peu dégager par un autre groupe de graffeurs. Et là, tu as des skinheads qui arrivent et qui embrouillent le groupe de graphes qui dégage Lady V. Pour moi, ça, c'est nul. Parce que, ok, on te dit, regarde vite fait, il y avait des skinheads. Mais on se rend pas compte, dans les années 80 en France, qu'il y avait un vrai combat entre les gens de quartier, les gens du hip-hop, les gens issus de l'immigration et les skinheads. Il y avait un gros affrontement. Et tout ça, c'est survolé avec « Hé, toi, sale skin », c'est tout. Donc je demande pas forcément qu'on les voit se battre, mais c'est un truc qui peut revenir dans les conversations et tout. Les chasseurs de skins, c'était quelque chose d'important, ils n'apparaissent même pas dans la série. Et je n'ai pas envie de dire que c'est forcément intrinsèquement lié au hip-hop, ça chacun le dira comme il voudra. Mais genre ne pas plus en parler que ça, c'est un peu dommage, c'est un peu survolé. Pour ceux qui ont l'info, ils diront « Ah oui, on en parle vite fait ». Ceux qui ne le savent pas ne le sauront toujours pas après. Je reconnais quand même qu'il y a une bonne immersion dans les années 80, que ce soit en termes de décor ou de tenue. Bon, après, moi, j'étais pas né dans les années 80, mais si je compare aux images d'archives que j'ai vues, etc., je trouve que c'est bien fait. Il y a des scènes dans une épicerie où tu as vraiment l'impression de pas voir des produits que tu pourrais voir aujourd'hui dans les magasins. Donc sur ça, il y a un beau travail et c'est pas évident à faire. Même les passages dehors dans les rues et tout, avec les voitures d'époque et tout, c'est vraiment pas facile à faire. Donc ça, je trouve que c'est bien. Le langage des acteurs, pas trop crédible pour les années 80. C'est un peu un bémol. Et puis voilà, la réalisation est assez plate. En fait, le problème, c'est que tu as une réalisation presque de documentaire, de docu-fiction, mais la fiction n'est pas vraie. Ou alors, quand elle est vraie, on va pas dans les profondeurs des choses pour les comprendre. Donc c'est un peu regrettable. T'as rarement des tentatives de réal, des tentatives de ton qui changent. Bon, dans cet épisode 2, il y en a une, mais vraiment dans la série, j'en retiens 2 ou 3. Mais dans cet épisode, tu as une scène où Dynasty va se déguiser en huissier pour aller récupérer du matériel de musique chez quelqu'un. Voilà, la scène a fait un peu rire, il y a une tentative, il y a un petit jeu d'acteur et tout. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, comme on dirait. Mais au moins, tu as quelque chose. Par contre, Bordeaux, il y a un truc que je comprends pas. Toutes les fois, on a les barbés des bombes, là. En fait, toi, tu peux acheter le rayon direct. Non, mais c'est une question de principe. Un vrai graffeur, il achète pas ses bombes, il déchire. Et avec cet épisode 3, le sentiment où les sujets sont survolés, pour moi, il s'est accentué. On parle donc du terrain vague. Si tu regardes juste la série, tu comprends pas ce qu'est vraiment le terrain vague. Bon, déjà, il est assez petit. Bon, ils ont essayé de le refaire et tout, ce qui est plutôt bien fait d'ailleurs au niveau des graphes. Il y a vraiment les graphes de l'époque qui ont été reproduits, pas tous évidemment. Bon, des descriptions qu'on a du terrain de l'époque, il était super grand, là ça fait vraiment un tout petit carré. Bon après ce ne sont que des témoignages de l'époque qu'on a, donc tu sais parfois ils étaient jeunes, les mecs à l'époque ils pouvaient voir ça en grand alors que c'était petit. Mais quand même tu as quelques photos qui traînent, une vidéo aussi que vous pouvez voir sur YouTube, hein, si vous tapez terrain vague de la Chapelle vous pourrez la voir. Donc clairement là c'est un peu plus petit, mais c'est pas ça qui est grave. Pour moi ce qui est grave c'est qu'on t'explique pas ce qu'est le terrain vague de la Chapelle. Le terrain vague de la Chapelle c'est le premier lieu en France et peut-être l'un des seuls jusqu'à aujourd'hui
où tu as pu avoir des free jams. Les free jams, c'est-à-dire que toutes les disciplines du hip-hop étaient réunies. À la base, c'était un terrain de graffeurs, puis Dynasty qui graffait aussi, parce qu'il était vraiment très présent dans quasiment toutes les disciplines du hip-hop, sauf peut-être la danse. Il était venu là pour graffer avec son crew. Et un jour, il s'est dit ça serait cool de ramener des platines et de mixer pour faire des free jams. Parce qu'il avait vu ça aux États-Unis, il a voulu remettre ça en France. C'est d'ailleurs un peu expliqué dans l'épisode 1 où il dit oui, je veux faire ça en France, je veux faire naître le mouvement, etc. Même si c'est dit rapidement. Mais voilà, le terrain vague, c'était un point de rendez-vous qui jusqu'à aujourd'hui fait parler les gens du hip-hop. C'est-à-dire que tu avais des beatboxers, tu avais des rappeurs. Tu avais les danseurs qui dansaient sur du carrelage, les graffeurs bien sûr qui étaient là, Dynasty avec ses platines, un lieu vraiment culte, très important. Là on t'explique pas vraiment que toutes les disciplines y sont réunies, on te le montre, mais je trouve pas ça super clair. T'as même pas de beatbox. Je crois que dans toute la série, à un moment t'as peut-être Lionel D qui fait 10 secondes de beatbox et c'est tout. C'est vraiment dommage. Où sont les beatboxers dans cette série? Il y avait des beatboxers très importants à l'époque. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. Bon, tu as quand même un petit passage de rap à ce terrain vague, mais là aussi c'est dommage parce que le rappeur, il donne le blast d'un rappeur qui est inventé. Je pense que ce rappeur joue le rôle d'un rappeur qui existe, qui s'appelle Johnny Go, mais il est nommé MDB ou je ne sais plus quoi dans la série. D'après ce qu'on m'a raconté, c'est que le rappeur Johnny Go aurait demandé peut-être trop d'argent ou n'aurait pas rendu le texte à temps, mais ça n'empêchait pas de le citer. On a le droit de citer ce rappeur, même si on ne prend pas un morceau qu'il aurait écrit pour la série. Donc il y a eu des petits désaccords comme ça, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas voulu le citer. Mais même s'ils ne citaient pas ce rappeur Johnny Go en question, ils auraient pu en citer plein d'autres. Il y avait d'autres rappeurs qui pouvaient animer des free jams avec Dynasty au terrain vague de la Chapelle. Et je pense notamment au plus connu, son acolyte Destroyman. Ils auraient pu citer Destroyman, tout simplement. C'est un peu regrettable. Et quitte à inventer un nom de rappeur, ils ont inventé plein de choses. Ils auraient pu prendre des rappeurs plus jeunes de cette époque qui n'étaient pas forcément assez confirmés pour animer vraiment les free jams de la Chapelle, mais ils auraient pu les citer tout simplement. Au moins c'est des rappeurs qui ont existé. Inventer un nom de rappeur comme ça, c'est assez ridicule. Je veux dire, il y a quelques rappeurs qui commençaient un petit peu à se faire connaître à cette époque-là et qui n'étaient pas encore confirmés. Ils auraient très bien pu les citer. Bref, c'est pas grave, mais voilà. Faire une série historique et mentir, je trouve ça dommage. Cependant, avec cet épisode, on se rend compte que l'évolution des disciplines du hip-hop est bien montrée. Parce qu'on voit que peu à peu, la danse se perd avec l'arrêt de l'émission HIP-HOP, même si HIP-HOP est montré 3 secondes et qu'on parle vite fait de son arrêt alors que ça a eu un impact énorme à l'époque. Ça, c'est bien dommage qu'on n'en parle pas. Mais on voit bien que la danse commence à s'effacer, que c'est le graphe qui devient plus à la mode et que le rap commence à arriver. Et il est vrai qu'en France, il y a eu ça au début, le hip-hop n'existait qu'à travers la danse quasiment, puis il y a eu le graphe et tout ça. Donc ça, c'est quand même assez bien montré, ils s'attardent pas dessus. Bon, après, moi j'étais au courant de ça, mais j'ai l'impression quand même qu'ils essaient un peu de l'expliquer. On nous montre aussi un peu la place de la drogue dans cette société, parce qu'il faut savoir que dans les années 80, dans certains quartiers de France, il y avait 30% des gens qui mouraient à cause de la drogue. Ça, c'est mis en avant avec quelques scènes, on voit quelqu'un qui meurt d'une overdose, on voit les gens qui se droguent pas mal dans les voitures et tout. Je trouve que au vu de comment ils traitent les autres sujets, celui-là est assez bien traité. On devine à demi-mot aussi que la culture hip-hop naît dans les quartiers, mais que c'est les gens qui ont de l'argent qui sont en avance là-dedans. Il y a une scène justement où un peu tout le monde va chez quelqu'un qui a de l'argent et on se rend compte que voilà, lui il a les cassettes vidéo, il a les magazines qui viennent des US, il a les chaussures etc. qui viennent des US. C'est pas clairement dit parce que il y a des gens qui sont dans le rap, par exemple Assassin avec Rockin' Squat, c'est le fils d'un acteur de la famille Cassel. C'est quelqu'un qui est très riche et qui aujourd'hui encore vit grâce au rap. Et c'est un sujet un peu sensible. Mais il faut savoir qu'au début, le rap a été vraiment poussé par je vais pas dire la bourgeoisie, mais une certaine élite parisienne. Et on va le voir un peu plus en détail dans d'autres épisodes, mais ça sera jamais clairement dit, évoqué. Ils vont nous mettre des gens issus d'une classe sociale supérieure, mais ils vont pas nous montrer à quel point ils sont décisionnaires et à quel point ils mettent le rap en avant. Là, t'as encore aussi dans cet épisode une scène assez marrante, ou une tentative de réalisation un peu différente. Je crois que ça sera un peu la seule autre avec celle de l'épisode précédent où Dynasty, il est en galère d'argent, il veut donc participer à un film de cul avec sa meuf. Enfin, il veut participer à un film de cul tout seul et sa meuf qui est jalouse lui dit dans ce cas-là, je vais le faire. Voilà, t'as une scène un peu marrante. Il y a quelque chose aussi qui est évoqué, c'est le mépris de NTM envers le rap.
Parce qu'il faut savoir que, comme je disais à l'époque, les disciplines phares n'étaient pas tout de suite le rap, c'était la danse puis le graphe. Et les futurs NTM, Joey Starr et Cool Chain méprisaient le rap. Ils trouvaient ça ridicule de voir des gens qui rappaient en français. Pour eux, c'était que le rap en anglais qui existait. Donc il y a une ou deux petites scènes qui te montrent ça. C'est assez honnête de le montrer. Ça pour le coup c'est plutôt un point positif pour la série. Après tu as la fin du terrain vague qui est assez inexacte, mais on peut comprendre qu'ils aient voulu la rendre inexacte parce que c'était plus télévisuel de la manière dont ils l'ont faite, c'était plus joli à filmer que la réalité. Je crois que la réalité c'est juste les flics qui sont arrivés, qui se sont fait un petit peu caillasser et qui ont dit reprenez votre matos, tirez-vous. Et en plus c'était en pleine journée parce qu'il faut savoir que les jams se passaient en journée, c'était des après-midi et pas en soirée. Une altération qui ne me paraît pas grave, je peux comprendre que pour des gens qui ont vécu cette époque, ça soit vraiment une trahison pour ce qu'ils ont vécu, mais bon quand tu le regardes c'est pas très grave que ça soit passé en journée ou en soirée. Certes ça altère un peu, mais il faut comprendre aussi que les mecs sont là pour réaliser une série et rendre ça joli. Dans cet épisode 4, moi j'ai encore eu un sentiment de mauvaise réalisation qui s'est accentué. L'épisode je crois il commence avec une scène où des Américains rappent, des rappeurs américains qui sont venus en France pour rapper, se sentent un peu peut-être au-dessus des Français au niveau du rap, peut-être à juste titre, et voilà il y a une agression un peu du public qui va monter sur scène et dégager les rappeurs. Je trouvais cette scène mal réalisée, mal filmée, on n'y croit pas une seconde. C'était, voilà, pour une introduction d'épisode, c'était vraiment mauvais. Hein. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un mec qui venait avec son réflexe et son stabilisateur qui filmait ça. Il n'y a aucune démarche de réalisation, aucune personnalité dans la réalisation, il n'y a rien. Vraiment, c'est une scène, voilà, bateau. Limite, il fallait mettre des images d'archives, ça aurait été plus intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est Cool Chain dans son taf alimentaire. On n'a pas forcément trop eu cette vision. Cool Chain qui arrête le lycée... qui donc décide de travailler dans une banque parce que ses parents le forcent à travailler. Ça c'est intéressant, c'est un point positif et je pense qu'il fallait peut-être plus s'intéresser à ça d'ailleurs, à ce genre de scène là. Bon, faut dire que le travail de Cool Chain à la banque a une place assez importante dans cet épisode. Ensuite il y a les soirées au Globo, les fameuses soirées au Globo. Pour ceux qui connaissent pas, les soirées au Globo, c'est peut-être l'une des premières soirées de hip-hop en France et en Europe. Et c'est une soirée mythique aujourd'hui encore pour les activistes du mouvement hip-hop parce que c'est les premiers stars américaines du rap qui sont venus rapper là-bas. Et il y avait une ambiance incroyable. Même les Américains qui venaient en France et allaient à ces soirées disaient qu'il n'y avait pas d'équivalent aux États-Unis comme soirée. Il y avait une ambiance particulière, c'était blindé. Il y avait des gens qui venaient rapper, des gens qui dansaient. Dynasty mixait vraiment toute la soirée, ça c'est vrai, c'est dit dans la série, il faut le reconnaître. Mais on nous explique pas vraiment à quel point c'est mythique ces soirées. Le nom Globo est cité 2-3 fois. Ouais, c'est mal retranscrit tout ça. Et l'organisation de ces soirées, c'est n'importe quoi. Alors déjà, tout est faux. En plus d'être faux, c'est voilà, il y a un détour d'une conversation entre la meuf de Dynasty et un Jacques Massadian revisité. Jacques Massadian, faut quand même préciser que dans la série, on nous donne l'impression que c'est le patron du Globo, il est là au bar, il compte l'argent. Non, Jacques Massadian, c'était un gros producteur. Il travaillait dans les locaux de Nova, enfin il était directeur à Nova. C'était pas n'importe qui, Jacques Massadian. Il a produit beaucoup de choses et il comptait pas la caisse à la fin du Globo. C'est pas possible. C'est un scandale qu'on ne nomme pas la Malka Family, qui est un groupe de musique qui est à l'origine de l'organisation. Ils ne sont pas cités. C'est la Malka Family avec Jacques Massadian qui contacte Dynasty au terrain vague de la Chapelle. Mais jamais Dynasty tout seul avec Jacques Massadian on fait les soirées. Donc voilà, ça c'est un peu faux. La Malka Family, c'est pas anecdotique, c'est un groupe important, c'est eux qui ont fait ces soirées et la création de la soirée est mal amenée. Je tiens quand même à dire, l'acteur qui joue Dynasty, Andras, il ressemble vraiment beaucoup à Dynasty. Là vraiment, il y a des plans à contre-jour avec la lumière derrière lui, il est de profil, t'as vraiment l'impression de voir Dynasty. Bon, il y a l'histoire d'amour entre Lady V et Cool Chain, elle me convainc pas à ce moment de l'histoire, mais plus tard elle deviendra plus intéressante, faut l'avouer. On voit les premiers pas de NTM au rap, donc oui, t'as Cool Chain et Joey Starr qui se téléphonent et qui s'appellent pour rapper. Bon, tous les témoignages qu'on a eu de leur part, on sait que c'est pas comme ça qu'ils se sont mis à rapper, mais bon, pourquoi pas, c'est pas ce qu'il y a de pire dans la série. La fin du Globo, Dynasty qui refuse de continuer à mixer parce qu'il est pas assez payé, oui c'est vrai.
qu'il a vraiment refusé de continuer à mixer parce qu'il se trouvait pas assez payé au vu des nombres d'entrées. Mais comment c'est fait, c'est ridicule, c'est au détour d'une petite scène comme ça où Andras malheureusement ne joue pas très bien. Quand il s'énerve, il est pas dans sa zone de confort. On voit après Assassin qui est sur la scène du Globo. Ça aussi c'est dommage parce que t'as l'impression qu'à l'époque il y avait NTM, Assassin qui rappait. C'est un peu triste, surtout qu'Assassin à cette époque-là c'était des rappeurs mineurs. Il y a d'autres rappeurs qui étaient plus importants à l'époque comme Johnny Go, Destroyman, comme par exemple, on ne parle pas du concours du Globo qui a été gagné par MC Shoes et MC Iron 2, ils sont même pas cités dans le film. Donc voilà, il y a plein de choses qui manquent, il y a des raccourcis qui sont faits. Je peux comprendre qu'on parle pas de chaque activiste de l'époque du hip-hop, mais c'est un peu regrettable parce que ça donne vraiment une impression de rush, ça nous empêche aussi de vraiment comprendre le rôle de tous. Et puis à la fin, tu as donc cette fameuse conversation que les fans de rap connaissent entre Johnny Go et les futurs NTM, où Johnny Go tacle un peu Joey Starr et Cool Chain, ce qui leur donne envie de se mettre au rap. Donc normalement c'est après ça qu'ils vont faire leur premier texte. Mais bon, c'est pas vraiment Johnny Go puisque c'est un personnage inventé qui prend sa place. Voilà, la scène est assez ridicule. Puis voilà, cette scène-là, elle est anecdotique alors que c'est censé être la scène qui va pousser le futur plus gros groupe de rap français pour les 10 prochaines années à se mettre au rap. On aurait aimé un peu plus d'émotion, quoi. Bonsoir. Ici les IZB à l'antenne ce soir, les mecs. Dynasty n'est pas disponible pour l'instant. Et il est... Avec cet épisode 5, on a l'introduction de Jean-François Bizot. C'est un peu une personne qui, au sein de Nova, a aidé Dynasty et Lionel D à faire le Dynastyle, à faire que le Dynastyle existe. Bon, l'acteur qui joue Jean-François Bizot, il est sur un ton, c'est n'importe quoi. On essaie bien de nous faire comprendre qu'ils sont pas du même milieu, donc ils s'expriment différemment. Mais là, c'est pas du tout bon comment c'est joué. En plus j'aimais bien cet acteur, je l'avais vu dans Le Flambeau de Jonathan Cohen, il jouait le complotiste, il jouait bien, mais là j'ai pas du tout aimé son jeu, ça avait rien à voir. Ensuite t'as une scène avec un dealer parce que Cool Chain il a plus d'argent, il veut s'acheter du matos pour enregistrer, donc il va acheter du shit pour le revendre, pour pouvoir s'acheter son matériel de musique. Il y a une scène ridicule dans la voiture où le dealer lui dit non, toi ton art c'est les mots, c'est de parler, donc il faut pas que tu vendes du shit, utilise ton art pour faire avancer les choses. C'était naze, c'était cliché. On voit la première apparition de NTM au Dynastyle. Je ne vois pas Lionel D en train de les introduire, ce qui est quand même dommage. Lionel D on le voit un peu dans la série, mais voilà, quand je parlais de figures importantes des années 80 du hip-hop, ne pas parler de Lionel D, c'est un scandale. En plus, bon, voilà, NTM a le beau rôle dans cette scène, mais il faut savoir que la première fois qu'ils sont passés au Dynastyle, ça a été un échec, ils rappaient mal, ils étaient en décalé par rapport à l'instru, là t'as l'impression qu'ils retournent tout, c'est un peu dommage. Ensuite, tu as la fameuse embrouille des AZB avec Dynasty. Les AZB, c'est, je sais pas, une organisation de Zoulous qui a organisé des concerts dans les années 80 et qui existe toujours aujourd'hui. Et oui, voilà, l'histoire des places de concert qu'ils n'ont pas donné à Dynasty, tout ça est vrai, en tout cas c'est raconté aujourd'hui par Dynasty. Voilà, mais la manière dont c'est traité, c'est assez faux. L'embrouille à la fin avec les AZB est assez bâclée. Tu as l'acteur qui joue Jean-François Bizot qui dit non, c'est plus acceptable, on arrête l'émission. Là, peu importe que ça soit vrai ou faux, mais la réalisation elle est nulle. C'est-à-dire qu'en 30 secondes de scène, tu as un problème qui est amené et le problème qui est résolu. Et fin. Et on n'en reparlera plus jamais. On verra jamais l'impact que la fin de cette émission a eu. On n'a pas une scène où des gens qui sont adolescents écoutent le Dynastyle, se réveillent assez tard le dimanche soir alors qu'ils ont école le lendemain pour enregistrer ces émissions. Le Dynastyle à l'époque, c'était l'émission de référence pour tous les gens qui écoutaient du hip-hop parce qu'ils n'écoutaient que cette émission, parce qu'il n'y avait que cette émission qui passait du rap en français surtout. Et après il y avait le mix de Dynasty, de rap américain pour découvrir les nouveautés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet. Et en fait t'as même pas une scène où tu vois des ados se lever le dimanche soir pour enregistrer, écouter ça et tout ça. On se rend pas compte de l'impact du hip-hop en France. On parle de la naissance du hip-hop, à aucun moment on parle du creux de la vague du hip-hop quand plus personne ne faisait de la danse, n'écoutait du rap, parce que l'arrêt de l'émission HIP HOP avait donné l'impression que le hip-hop était devenu ringard. On en parle vite fait chez le disquaire, mais parler du Dynastyle sans parler de l'impact du Dynastyle et même quand on parle du terrain, pas parler que ça a permis de faire subsister la culture du hip-hop, que par moment elle était mal, ça veut dire que cette série a été écrite par des gens qui ne connaissent rien au hip-hop, qui ne sont pas renseignés.
gagner. Parce que tu ne peux pas parler du hip-hop dans les années 80 sans parler des hauts et des bas du hip-hop et du renouveau qu'il a pu avoir. Donc ne pas faire une seule scène pour expliquer aux téléspectateurs qui regardent cette série le poids du Dynastyle, ça sert à rien. Cette série, elle a certains points positifs qui sont en minorité, mais elle ne permet pas aux gens de comprendre ce qu'a été l'hip-hop. Il n'y a aucune émotion qui passe quand tu le reçois. Il s'attarde sur des émotions superficielles de Cool Chain qui sort avec sa meuf et tout ça. Ça m'a énervé, et il faut savoir que le conflit avec les IZB, justement, met un terme à l'émission. C'est mal expliqué, c'est mal réalisé, c'est pas intéressant. Il y a quand même le mélange des classes sociales qui est un peu mis en avant avec le manager des NTM, le premier manager des NTM qui travaillait chez Jean-Paul Gaultier. À un moment, ils font une petite soirée sur les quais, donc on voit qu'une sorte de bourgeoisie s'installe dans le rap et va leur donner certains codes pour s'élever. C'est un peu dommage qu'on parle pas des bains-douches. Les bains-douches, c'est un lieu de rendez-vous très important entre l'élite parisienne, entre guillemets, issue de la mode par exemple, qui rencontrait certains membres du hip-hop, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces bains-douches. C'est aussi une preuve que ceux qui ont écrit la série soit ne connaissent pas le hip-hop des années 80, soit ne voulaient pas parler de certaines choses pour mettre mal à l'aise. Que oui, il y a eu du piston dans le hip-hop des années 80. Et c'est dommage. Et c'est en ça que cette série, qui en plus est sur Arte, je veux dire Arte, ils ont quand même à cœur de faire quelque chose qui soit vrai, qui ait, un but culturel, on va oser le dire. Et là, tout ce qu'ils racontent, c'est faux. Donc, vous voyez, cet épisode 5, il a vraiment fini de m'énerver. Et rassurez-vous, je vais pas me calmer avec l'épisode 6. J'ai trop besoin de toi, tu peux pas me lâcher. Si t'es pas là, j'y arriverai pas. Et l'épisode 6, bon, un peu comme les autres, il y aura peut-être une ou deux choses de positives, mais la majorité qui va me sortir du visionnage. C'était cool de voir la famille de Cool Chain qui le regarde passer à la télé pour la première fois. Oui, voilà, on n'était pas forcément pour que tu fasses du rap, mais tu connais les parents, quand ils te voient à la télé, bah, ils sont contents, voilà, ils sont fiers de leur fils. C'est dommage parce que pour moi, c'était les choses comme ça qu'il fallait développer, quitte à ne pas vouloir parler d'une série qui est réelle sur les faits historiques, bah, fallait vraiment jouer là-dessus, sur l'envers du décor d'un artiste, parce qu'encore une fois, je critique beaucoup que la série soit fausse sur des événements qui se sont vraiment passés, mais elle propose pas quelque chose d'intéressant. Elle peut s'intégrer dans la naissance du hip-hop en France, mais parler de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, les coulisses d'un artiste qui est adolescent, qui commence à être connu, et comment le vit sa famille, comment ça se passe quand il est chez lui. Bon, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais ça serait un point de vue assez intéressant. Pourquoi se contenter de poser une caméra et d'enchaîner des faits historiques tronqués et pas faire quelque chose avec un point de vue de réalisation intéressante? C'est ça qui m'énerve, parce que vous êtes là, vous faites les premières séries sur la naissance du hip-hop et vous proposez rien d'intéressant, c'est vraiment décevant. La ressemblance avec les acteurs pour Cool Chain et Joey Starr, elle est plutôt pas mal. Je trouve qu'il capte bien certaines mimiques et tout ça, donc c'est plutôt ok, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a une discussion entre Lady V et Cool Chain qui est assez intéressante, surtout quand tu connais l'histoire. Tu sais que Lady V, quelques années plus tard, va mourir dans un accident de voiture, et du coup, voilà, et tu vois qu'ils s'encouragent et tout. Il y a un début de quelque chose, il y a un début assez intéressant. Toujours dans le côté historique qui n'est pas respecté, on ne parle pas de l'album de Lionel D. Lionel D sort le premier album de rap français en major. Parce que Dynasty, bon, sur son album, je crois qu'il y a 2 tracks où il rappe et c'était pas en major. Et puis, il y avait quoi, 6 morceaux, je sais plus exactement. Mais là, Lionel D fait vraiment un vrai album sorti en major. Avant, tu avais eu des projets pour Johnny Go et Destroyman par exemple, mais c'était des maxi, il me semble, et pas des albums. Donc le premier album de rap français n'est même pas cité dans la série qui parle de la naissance du hip-hop. Je trouve ça scandaleux. C'est vraiment abusé quand même. Vous faites une série et vous la défendez parce que vous dites que ça parle de la naissance du hip-hop. Vous ne parlez pas du premier album de rap français fait par l'un des premiers rappeurs français. C'est vraiment scandaleux. Et puis la dernière scène de fin où les NTM ne peuvent pas faire leur concert et du coup ils décident de faire un concert sauvage devant la salle de concert. Outre le fait qu'on se demande avec quelle enceinte ils diffusent leur musique, etc. Vous choisissez une musique qui va sortir plus de 10 ans après ce moment-là pour mettre ça en image. Mais c'est abusé quand même. Bien sûr que je suis énervé. Bien sûr que c'est énervant. Je veux dire, vous parlez d'une époque et la musique que vous utilisez pour mettre en image ce moment de vie, c'est une musique qui vont sortir peut-être 10 ans plus tard, j'ai pas les dates exactes, mais c'est abusé. C'est abusé, quand même c'est vraiment abusé. Je trouve ça scandaleux, à l'image un peu de la série, tout simplement. Une série pas spécialement bien écrite, pas spécialement bien réalisée,
est fausse dans les faits historiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette série? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise qui est bien? Chaque situation, quasiment dans 95% des cas, il y a un problème qui est amené, qui est résolu dans la même scène. Il n'y a rien d'intéressant. Franchement, s'ils avaient menti, entre guillemets, s'ils avaient déformé la réalité pour proposer quelque chose d'intéressant dans la réalisation, j'aurais apprécié. J'aurais apprécié, même si ça m'aurait fait chier, parce que c'est pas un truc qui s'est passé il y a 200 ans, les gars. C'était il y a 40 ans. Il y a des gens qui ont vécu ça, qui sont encore vivants. Donc vous pouvez très bien avoir des sources, photos, il y a même quelques vidéos qui traînent, il y a des enregistrements à la radio. Donc c'est pas acceptable. Pour moi, cette série, je vous conseillerais même pas de la regarder. Pour ceux qui sont curieux du mouvement hip-hop, qui veulent apprendre des choses, ne regardez surtout pas ça. Et pour les gens qui connaissent le hip-hop, ben, je pense que ça va vous énerver un petit peu comme moi. Et en plus, c'est pas très agréable à regarder, c'est pas bien filmé comme je disais. Donc voilà mon avis, assez sévère, assez énervé, je pense que vous l'aurez compris. Mais c'était un sujet qui me tenait à cœur, je suis assez déçu de tout ça. Mais voilà, je voulais vous en parler honnêtement. Et puis je sais pas d'ailleurs si ça va intéresser beaucoup de gens cette vidéo, parce que la série, personne n'en parle. Elle est en coproduction avec Netflix, donc je sais que Netflix va récupérer la série à un moment sur son catalogue une fois que tous les épisodes seront diffusés sur Arte. Donc voilà, je pense que ça va pas faire grand bruit vu la qualité du truc. Du coup, je pense que cette vidéo, je sais pas si elle fera les 100 vues, mais peu importe. Pour ceux qui regarderont, vous aurez mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire. Moi, je suis sûr de mes arguments, je suis sûr de ce que j'avance. Et puis voilà, on se tient au courant, on parlera d'autres choses dans de meilleures conditions et en étant de meilleure humeur. Ciao!